Ceux qui viennent pour la première fois, lorsqu'il y a une pause, vous pourrez observer sur les tables, il y a des petits papiers qui vous permettent de poser vos questions pour la deuxième période. Aussi, je rappelle, surtout aux nouveaux, ou j'annonce plutôt aux nouveaux, que le Centre d'universalité offre la première partie de cette conférence gratuitement à l'achat du prochaine conférence de Daniel Camp. Et la semaine prochaine, la conférence de Daniel Camp sera Rencontre avec des extraterrestres. Aussi, pour les PMC, c'est-à-dire les prochains PMC, ceux qui désirent savoir un peu plus long qu'est-ce que ça veut dire, le programme maître-contrôleur, vous voyez Mario. C'est un PMC qui se fait durant 2 jours, c'est très intensif. Et le prochain qui vient est le 21 et le 22 février 87. Alors, ce soir, Daniel Camp va nous parler du triangle des Bermudes. Est-ce qu'on pourrait dire que le triangle des Bermudes, ou disons, on pourrait être une clé pour la survie du genre humain? Ça, on ne sait pas. Mais peut-être que Daniel pourra nous parler de quelque chose de semblable, si ça existe. Alors, accueillons Daniel Camp. Juste une petite clarification. Ce que Daniel voulait dire lorsqu'il disait que ceux qui achetaient la conférence la semaine prochaine, il voulait dire ceux qui achetaient le billet ce soir pour la conférence la semaine prochaine. Je ne sais pas si le triangle de vie de Daniel a été abîmé. J'ai tout l'impression. Pendant les fêtes. Feu! Alors, ce fameux triangle des Bermudes qui nous préoccupe dans nos curiosités humaines depuis si longtemps. Qu'est-ce qu'on pourrait penser du triangle des Bermudes? Est-ce un phénomène seulement physique? Est-ce une porte? Est-ce un phénomène d'un restant d'un monde comme les Atlantes? Qu'est-ce que ça peut être? Bonne chose certaine, c'est quelque chose d'intriguant. Oui. Avec toutes les quantités d'écrits qui ont été publiés sur le fameux triangle des Bermudes. Dernièrement, il y a une personne qui est allée à Cuba. Et là-bas, à Cuba, on ne parle pas du triangle des Bermudes. Pas parce qu'on ne connaît pas, mais on n'en parle pas. Probablement parce qu'on en a peur énormément. Lorsqu'il est de Cuba, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il y a des tempêtes sur l'Atlantique, on a l'impression d'assister à un bombardement nucléaire de Cuba. Et ça, s'il y a des personnes qui ont été à Cuba à un moment donné de leur vie, sur le côté du triangle des Bermudes, lorsqu'il y a des tempêtes, ils sont assez violents. Ce sont des tempêtes magnétiques qui donnent une impression assez intéressante au niveau du visuel. Maintenant, si on va à Bimini, ben là aussi, on a, disons, une vue de la mer des Sargasses qui est relativement intéressante lors de certaines horaires. Dans le fond du triangle des Bermudes qui cause ces problèmes. Ou encore, c'est une base d'extraterrestres et de temps en temps, lorsqu'il y a des vaisseaux qui sortent de l'eau, ils frappent des avions ou coulent des bateaux par accident. À un moment donné, c'était un capteur solaire de l'époque atlantéenne qui était encore en activité de temps en temps au fin fond du triangle des Bermudes et qui, par sa mécanicité, disons, de défense, bousillait certains avions, certains bateaux. Et j'ai toujours entendu les mêmes phénomènes, à savoir aussi c'était le diable, donc la mer du diable, parce qu'on connaît aussi le triangle des Bermudes sous le nom de triangle du diable. Et que c'était le diable qui de temps en temps se révoltait ou se défoulait sur certains bateaux. J'ai assisté à quelques conférences. Chaque fois, c'était les mêmes choses. Lorsque j'étais jeune, j'ai vu aussi quelques films et encore une fois, on recensait les mêmes phénomènes. On me fait des simagrées, mais... Non, monte le son, ça va être mieux. Donc, ça fait plaisir. En fin de compte, qu'est-ce qu'il y en est? Il y a le triangle des Bermudes et il y a 13 autres
Donc 14 en tout. Autre phénomène similaire sur le plan planétaire, on connaît le triangle du Pacifique, on connaît le carré de la mer du Japon, on connaît aussi certains trous comme on a dans le Chik-Chak, on connaît le même phénomène dans le désert de Gobi, sur les terres de feu, à la, disons, la pointe extrême des terres de feu. Au pôle Nord, certaines régions sont, disons, laborieuses au niveau du survol aérien. Le pôle Nord, justement, est-ce que c'est au pôle Nord, le Nord-Nord, dont tu veux parler? Non. Lorsque je parle du pôle Nord, on parle surtout d'une région de la calotte polaire qui n'est pas nécessairement exactement où on a planté le poteau, là, Rome, 800 000 kilomètres, Paris, par là, puis etc. Là, en plein sur le... Non. C'est sur la calotte polaire, ce n'est pas sur et ce n'est pas non plus sur le pôle, disons, géographique très précis, là, où on a absolument rien, où on est tout à fait sur le sommet de la Terre, ce n'est pas là non plus. Bon, dans le Québec, on a deux régions, disons, qui sont similaires au triangle des Bermudes, des régions qui sont beaucoup plus petites géographiquement. On a évidemment dans le mont Chik-Chak, c'est relativement connu, surtout par ceux qui sont près de Cap-Chat. Mais ça ne vaut pas la peine de donner les endroits précis. Personne n'ira voir de toute façon. Bon, maintenant, le triangle lui-même. Les sonars de certains bateaux ont déjà traduit sur les écrans des formes pyramidales dans le fond de la mer des Sargasses. Cousteau a lui-même déjà fait certaines expéditions au niveau du triangle des Bermudes et il n'a rien trouvé, comme d'ailleurs tous les grands chercheurs n'ont jamais rien trouvé. Il y a un phénomène qui est parallèle entre le triangle des Bermudes et les apparitions, disons, ou les contacts du troisième type ovnique. C'est que ce ne sont jamais des personnes d'autorité qui sont contactées par les ovnis et ce ne sont jamais non plus des personnes d'autorité qui disparaissent ou qui voient des choses dans le triangle des Bermudes. Ce qui, évidemment, amène la science cartésienne à toujours envisager le fait qu'il y a peut-être quelque chose, mais il y a possiblement rien. Bon, on a recensé un nombre absolument disons, énorme de bateaux qui ont disparu dans le triangle des Bermudes et la majorité sont des bateaux à voile. Donc, cette époque de disparition relève d'une temporalité de notre évolution planétaire, c'est-à-dire d'un temps qui est le passé. On a quelques vapeurs, oui. Mais il semble que c'est un peu fort. Des bateaux de guerre qui sont disparus, beaucoup d'avions, des choses Oui. assez gros. Bon, alors on a quelques vapeurs et à un moment donné, on a une espèce de recrudescence des disparitions dans le triangle des Bermudes qui vont être soit aériens, soit encore une fois navals. On a beaucoup de bateaux de guerre, on a beaucoup d'avions de chasse, on a beaucoup de ce genre de choses. Vers la fin du triangle des Bermudes, c'est-à-dire vers la fin, parce que ces temps-ci, on n'a plus tellement de disparitions dans la mer des Sargasses. Alors, il faut croire que le diable cette année, que les pyramides sont érodées, ou que le bidule atlantéen ne fonctionne plus. Mais depuis quelques années, on n'a effectivement plus aucune disparition au-dessus de la mer des Sargasses. Ce qui amène encore les scientifiques à envisager la possibilité que c'était un leurre. Les bateaux de guerre, la marine a presque continuellement amené des explications qui pouvaient être plus ou moins logiques et qui ne ressortaient pas d'un phénomène mystérieux. Les avions de chasse, c'est un peu la même chose. Maintenant, il faut faire attention, l'armée, évidemment, traduit comme elle veut les choses, c'est-à-dire que s'ils ont été faire à un moment donné des expériences dans la mer des Sargasses avec un cuirassé, avec un sous-marin nucléaire à un moment donné aussi, c'était parce que, disons, l'amirauté navale s'illusionnait ou s'imaginait qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Les expériences qui ont été tentées, en l'occurrence avec un sous-marin et un navire de guerre, ont permis de constater que le sous-marin avait disparu 2 fois pendant l'expérience et était apparu pendant cette période à son port d'attache sur le côté du Pacifique et à Los Angeles, et que les marins, comme d'ailleurs sur le navire de guerre, avaient subi, la majorité était soit devenus fous, soit ressentaient continuellement des brûlures et de temps en temps revivaient comme une espèce de translucidation, c'est-à-dire qu'ils redevenaient transparents comme s'ils étaient pour redisparaître et restaient. Les marins sont traités dans un hôpital militaire des forces armées américaines et on n'a pas recommencé ces expériences après 2 tentatives avec le sous-marin et 2 tentatives avec le bateau de guerre. Maintenant, j'ai traversé le triangle des Bermudes en avion, d'ailleurs tu l'as même traversé avec moi. Il ne se passe rien de particulier à 30 000 pieds d'altitude, mais il faut quand même comprendre que certains avions volant très très haut ont eu des problèmes. Si on se pose la question, premièrement, répondons à une question qui peut être intéressante, est-ce qu'il y a quelque chose ou non dans le triangle des Bermudes? Effectivement, il y a quelque chose. Sauf que le triangle des Bermudes n'est pas paramétré par nécessairement les Bermudes, Cuba et Bimini en Floride.
Le triangle des Bermudes est une région très particulière qui, d'une façon terrestre, a été dessinée par ces 3 points à la surface de notre globe, de façon à pouvoir le situer. Le terme triangle des Bermudes est devenu relativement intéressant. On aurait pu aussi l'appeler triangle de Bimini, triangle de la Floride, triangle de Cuba, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a non pas un phénomène au niveau du triangle des Bermudes, mais il y en a au minimum 2. Et il y a un de ces phénomènes, celui qui, à l'époque, disons, altérait le plus la navigation et évidemment le phénomène aérien, navigation aérienne comme navigation marine, est un phénomène magnétique qui est relié non pas à la surface planétaire telle qu'elle est, mais plutôt à la surface vitale, donc à l'énergie tellurique du sol. Et présentement, le globe terrestre est en train de changer d'axe lentement. Le triangle des Bermudes a donc une tendance, le triangle énergétique, c'est-à-dire la cause même de cette phénoménologie du triangle des Bermudes, a donc une tendance à remonter vers le nord, étant donné que le nord a une tendance à descendre vers le sud. Bon, on sait que le Québec descend lentement vers le sud, ce qui obligatoirement, et ça c'est le Québec au niveau terrestre donc, et le phénomène énergétique, lui, conservant sa même région planétaire par rapport au système solaire, il remonte donc vers le nord, ce qui fait que dans ce triangle, dans ce maudit triangle des Bermudes, on a de moins en moins de problèmes, étant donné que les lignes aériennes le traversent régulièrement et que l'endroit où ce triangle est en train de remonter n'est pas un passage fréquenté ni par les vols aériens, ni par la navigation maritime, ce qui fait qu'à partir d'une certaine date, on a eu de moins en moins, on a eu donc une perte, disons, de moins en moins de ce phénomène de disparition ou d'explosion, d'écrasement et de coulage de navires et d'avions. Ça, c'est une chose. Maintenant, le triangle existe toujours. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un phénomène égrégorien assez intéressant. C'est que dans l'Antiquité, la mer des Sargasses était une mer qui n'était pas extrêmement creuse. Il y a la mer des Sargasses et il y a le triangle des Bermudes. C'est-à-dire qu'il y a la mer des Sargasses, le triangle du diable, et il y a une autre région énergétique qui, elle, est plutôt un faisceau qui permet différentes choses sur lesquelles on va revenir. On va juste éliminer le problème du triangle du diable. Le triangle du diable fait partie de la mer des Sargasses qui vit de haut fond. Et il y a une partie du triangle des Bermudes qui est extrêmement en bas fond, c'est-à-dire qui n'est presque pas sondable avec les sonars que l'on a aujourd'hui. La partie très élevée, elle avait la faculté, par les algues qui poussaient dessus, de capturer tout genre de vaisseaux qui étaient amenés dans cette région. La majorité de ces vaisseaux étaient amenés par certains courants que l'on connaît, il y a le Humboldt entre autres, et disons surtout le Gulf Stream, pardon, qui amenait des vaisseaux. Il y a différents courants marins qui amenaient les vaisseaux perdus, abandonnés, ou encore soit que les marins étaient morts par épidémie dans cette région. Ces vaisseaux étaient, disons, pris sous l'emprise des algues, pouvaient être mobilisés pendant des temps relativement longs, et ils pouvaient aussi être coulés. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la région du triangle du diable, donc de cette mer des Sargasses, au fond, est soumis régulièrement par les vagues qui frappent disons, ces panneaux, ces plateaux de haut fond, à d'immenses tumultes, donc à d'immenses remous, qui de temps en temps ont fait en sorte que les vaisseaux de l'air, justement de la voile, ont été repropulsés vers le haut et ont ressurgi à la surface des eaux devant d'autres navires qui passaient par là, ce qui a amené le phénomène des vaisseaux fantômes dans ce triangle. On connaît aussi la panoplie des vaisseaux fantômes dans le détroit, par exemple, si on descend carrément entre l'Antarctique et les terres de feu, on a évidemment énormément d'icebergs dans cette région et on a eu là aussi une panoplie de vaisseaux fantômes, des vaisseaux qui étaient pris dans la glace, qui étaient libérés à un moment donné, des vaisseaux qui coulaient et qui remontaient avec lorsqu'un iceberg se pliait. Surtout dans le détroit de Magellan. C'est là qu'on a rencontré la majorité de ces bateaux fantômes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la mer, donc le triangle du diable, dans ce sens triangle du diable, est-ce qu'il y a un diable, est-ce qu'il y a un phénomène diabolique là qui régit la destruction et la gestion, disons, du renflouement de certains navires? Il n'y en a pas. C'est un phénomène tout à fait normal au niveau biologique, disons, et écologique. Et lorsque les marins de l'époque revoyaient les vaisseaux surgir, ne pouvant comprendre par la limitation de la science de l'époque ce phénomène, évidemment, ne pouvaient faire autrement que de penser que le diable, Satan, parce qu'évidemment Dieu ne s'amuse pas avec des vaisseaux avec des cadavres dessus, donc le diable s'amusait à faire peur aux gens. Ça, c'est le phénomène du triangle du diable. Maintenant, il y a autre chose. Cette vapeur verte qui a toujours été apparemment perçue, disons, à la surface des eaux. Certains plongeurs l'auraient même perçu dans l'eau et même dans la très haute atmosphère lors de certains vols aériens. On a de temps en temps perçu cette vapeur verte. Les boussoles se défont, c'est-à-dire que les boussoles deviennent folles. Tout le gyrocompas ne fonctionne plus. La majorité des instruments commencent à avoir des difficultés électroniques à fonctionner. Et on a donc une panoplie de choses qui permettent continuellement, disons, de tenter d'expliquer le fait que plusieurs avions à l'époque de la guerre, se sont perdus dans le triangle des Bermudes et à un moment donné ont disparu.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un avion qui se perd sur l'océan et qui a suffisamment de carburant. À l'époque, les avions qui se perdaient n'avaient pas suffisamment, disons, de carburant pour pouvoir fonctionner régulièrement. Mais la majorité des avions qui se sont perdus, même s'ils se perdent, ne sont pas. Aujourd'hui, un DC-9 qui se perd au-dessus du triangle des Bermudes se perd en ce sens qu'il sait plus ce qu'il est. Mais à un moment donné, il finit par se retrouver. Les avions qui se perdaient, pour la majorité, ont disparu. Sauf, à un moment donné, les avions se perdaient, tout devenait fou, et l'avion se retrouvait. Vers la fin de cette époque, disons, dramatique du triangle des Bermudes. Le phénomène énergétique est un phénomène qui, premièrement, bon, il y a une théorie qui est assez intéressante qui amène l'idée que le triangle des Bermudes au niveau énergétique est une base d'OVNI, donc d'objets volants non identifiés. Oui, il y avait aussi la théorie de tunnels qu'on n'est pas capable de définir, qui sont sans fond. Il y a la théorie aussi d'un fameux cristal des Atlantes. Oui, on va revenir dessus ces choses-là. Et aussi un autre phénomène qui est un phénomène magnétique. Ce phénomène magnétique, d'ailleurs, Einstein lui-même a développé toute une théorie sur ça. Pas là-dessus que développer des théories, Einstein. Mais cette théorie de Einstein semblait être la plus plausible, du moins. Et ça va de soi. Bon, éliminons donc le diable dans le triangle des Bermudes. Il y a eu des phénomènes égrégoriens créés par les individus qui mouraient là, par les individus qui voyaient les fantômes et qui lentement pouvaient donc amener certaines formes de possession à bord des bateaux de l'époque. Mais ce n'est pas inhérent au triangle du diable. Sur l'île d'Haïti, on va retrouver le même phénomène au niveau du vaudou. Et on va retrouver le même phénomène dans différentes régions où on a eu plusieurs mortalités, des champs de bataille immenses lors de la Deuxième Guerre mondiale, lors de la Première, et etc. Donc, au niveau magnétique, il y a deux phénomènes au niveau magnétique qui sont intéressants. Le premier, est-ce que c'est une base d'OVNI? Et le deuxième, est-ce que c'est un endroit où on peut rencontrer des portes entre des mondes parallèles? Bon. Les individus viennent souvent à une conférence comme celle-ci pour se voir confirmer ce qu'ils croient déjà, ou encore pour pouvoir être intrigués ou un peu plus intéressés, pour pouvoir se servir de ce qu'ils vont apprendre dans des discussions de salon. Maintenant, le phénomène, c'est que moi, je ne parle pas à partir de livres. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'ai fait de la recherche et chaque chose qu'on m'a donnée était vraiment des choses inutiles, pour la simple raison que je pouvais lire ce que le conférencier me donnait. Le problème, c'est que lorsque le conférencier amène des choses qui ne sont pas écrites, on veut savoir d'où il les a prises. Alors, je ne peux pas, où je les prends là où je prends tout ce que je prends régulièrement, c'est-à-dire que je le prends là où ça se trouve. Et si on veut, à un moment donné, être capable de les fouiller à la même place que moi, eh bien, il faudra continuer à faire le chemin que vous faites présentement, continuer à se conscientiser, continuer l'évolution que l'on vit, et à un moment donné, on pourra vérifier les choses que je dis. Alors, est-ce que il y a des mondes parallèles, premièrement? Deuxièmement, est-ce que le phénomène OVNI existe? Parce que si le triangle des Bermudes faut de toute façon éliminer le phénomène atlantéen. Effectivement, l'Atlantide a déjà été recouvert une grande partie de l'Atlantique sous forme d'île, et l'Atlantide recouvrait une partie des Amériques et une partie de l'Europe. L'Atlantide, c'était pas simplement un petit continent, c'était un paquet d'îles, et qui était surtout contingencé, c'est-à-dire paramétré, régi par une force diplomatique, une force politique, pardon, celle des Atlantes, évidemment, et surtout celle des Ramahal, à un moment donné, et des Toltecs. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Poseidonis était une île majeure, celle d'ailleurs qui a resté après la destruction de l'Atlantide au niveau atlantique. Et c'est d'ailleurs de cette... Alors, je continue. Tu me passes ton micro. C'est ce que je pensais. Et là, hein? Le monde qui se plaint que je crie toujours. Bon, est-ce qu'on m'entend mieux? Ah, bon, on va recommencer la conférence. De toute façon, ce qu'on a dit avant n'était pas tellement intéressant, c'est là que ça s'en vient. Qu'est-ce que c'est que le triangle des Bermudes et non pas qu'est-ce que c'est pas? L'être humain vit dans un corps physique, tout le monde le sait. L'être humain est capable de dormir et l'être humain est capable de mourir. Entre un être humain qui dort et un être humain qui est mort, hein, ça rime. Il y a une seule différence, l'un est vivant, l'autre. Bon. On va venir. Bon. Celui qui a le corps vital vit donc dans deux mondes à la fois, tandis que celui qui a le corps qui n'a plus de corps vital vit dans le monde de la matière. L'être humain qui vit réveillé a des sentiments, de l'émotion. Donc, il vit dans un monde différent de son corps physique, un troisième monde parallèle. C'est milliard, c'est milliard.
Le monde parallèle dans lequel l'humain va vivre au niveau de l'émotion est ce que nous appelons le plan astral. Au-delà du plan astral, il y a le plan mental qui est connu sous forme d'intellect par la majorité des individus. Au-delà de cela, il y a un plan qui est extraterrestre, c'est-à-dire qui n'est pas généré par le plan de notre planète et qui porte le nom de plan supramental. Les mondes parallèles ont été définis par Albert Einstein comme étant des régions qui avaient une densité particulière et qui avaient la possibilité d'habiter le même endroit dans le même temps sans s'entremêler et sans se nuire, sans vivre de relations. Cela veut dire que, en même temps où vous êtes assis sur votre chaise, il peut y avoir un avion qui vole, il peut y avoir n'importe quoi qui se promène, et cela n'interfère pas votre présence, donc cela ne vous nuit pas. Et étant donné qu'il n'y a pas de relation, vous ne le savez pas. C'est ça un monde parallèle. Dans la conscience limitée de l'humain normal, il est extrêmement compliqué et difficile d'arriver à comprendre ou à accepter la possibilité de l'existence d'un monde parallèle. Alors, regardons ceci. L'être humain, depuis le début des temps, pense pouvoir voyager dans le temps. S'il peut voyager dans le temps, c'est que le passé existe en même temps que le présent. C'est ce qu'on appelle un monde parallèle. Donc, une machine pourrait prendre ce bonhomme ou cette bonne femme et non pas la faire rétrograder dans un temps qui n'existe plus, ça ne se peut pas. La machine, elle reste actuelle. Par contre, elle doit être capable de se déphaser du monde de ce que nous appelons l'actualité pour pouvoir pénétrer dans un autre monde, celui qu'on ne connaît pas et qu'on appelle le passé, ou encore qu'on pourrait appeler l'avenir. Mais cela sous-entend évidemment que le passé comme l'avenir doivent exister en même temps que le présent si l'on veut parler de voyage à travers le temps. Lorsque l'être humain envisage une possibilité de monde parallèle, il envisage aussi la possibilité, par exemple, de partir d'une région de notre planète, traverser une porte et se ramasser sur une autre planète. Donc, une autre planète devrait exister en même temps à la place de la planète Terre et suivre la même rotation. On peut aller au Mexique et découvrir à un moment donné que sur une certaine arche faite par les Mayas, on a le dessin de la Terre relié par un chemin de trait à Vénus. Et on a une porte comme ça en or, la porte du soleil placée en plein champ qui n'a l'air à servir à rien. Alors, on peut se demander si la personne qui, à certains moments donnés de l'année, traversait cette porte ne se retrouvait pas quelque part ailleurs. Faut comprendre, évidemment, après les photos qu'on a eues de Vénus, qu'une personne qui partait de la Terre se ramassait sur Vénus habillée en bikini devait avoir de maudits problèmes à respirer. Bon, c'est ce qui amène évidemment l'idée aux scientifiques que ce n'est pas la chose. Lorsque les expériences navales américaines ont été tentées, il se trouve que les personnes qui revenaient étaient folles. Folles pourquoi? Soit parce que, éthériquement, donc au niveau du plan vital, ce qu'ils ont vécu a carrément magané la gestion génétique de leur phénomène neuronique, un peu comme une radiation, ça a détruit leur cerveau, et a, altéré leur corps. Mais certains d'entre eux disaient avoir vu des choses qui relèvent du passé, ou qui relèvent d'un temps qu'on ne connaît pas. Alors, les scientifiques américains ont donc amené l'idée de ce phénomène des mondes parallèles. Moi, je vous parle de ceci, non pas pour me faire baquer par la science américaine, parce que la science américaine n'est pas capable de baquer grand-chose encore, simplement pour que vous compreniez un peu plus que le phénomène des mondes parallèles n'est pas un phénomène tout à fait ésotérique, n'est pas un phénomène religieux, n'est pas un phénomène, disons, illusoire. Il est hautement et très sérieusement étudié par la science cartésienne, comme il a toujours été étudié par la science ésotérique, plutôt intuitive. Lorsqu'un être humain s'en va dans une région comme ce triangle énergétique, il a la possibilité et selon certaines périodes de l'année, cela est relativement important, il a la possibilité de disparaître de ce monde parallèle dans lequel il vit pour se ramasser dans un autre monde parallèle. Quel est le monde parallèle qui va être visité par l'individu? Plus souvent qu'autrement, c'est un endroit qui est très loin dans l'avenir ou un endroit qui est relativement loin dans le passé. Pourquoi la majorité des individus ne reviennent pas? Pourquoi on ne retrouve pas de débris? Enfin, on en a retrouvé. On n'a presque jamais retrouvé de débris, très peu, de débris d'avions ou de bateaux dans le triangle des Bermudes. On a retrouvé des débris au niveau du triangle du Diable, donc d'une partie de ce triangle des Bermudes qui est la mer des Sargasses, et c'est normal parce que les bateaux ne disparaissaient pas d'une façon énergétique, plutôt d'une façon mécanique, reliée au fond. Pourquoi on ne retrouve pas de débris? Parce que ces débris n'existent pas. Enfin, n'existent pas dans notre monde. Maintenant, il est bien évident qu'un Boeing 747 qui, par exemple, traverse ce mur et qui se retrouve dans une époque, disons, préhistorique, aura énormément de difficultés à atterrir, ce qui fait qu'il ne reviendra sans doute jamais parce qu'il devra de toute façon s'écraser. Les pistes d'atterrissage étant plus adaptées aux ptérodactyles, aux Rhamphorhynchus qu'au Boeing, n'est-ce pas, aux dinosaures,
ça a créé certains problèmes. Lorsqu'un navire part, lorsqu'un navire de guerre qui est tout à fait habilité à fonctionner avec des appareils disons, de repères pour pouvoir connaître sa position, des appareils qui fonctionnent à partir de ce qui est émis à partir des bases navales et des satellites, se ramasse dans une région où on a effectivement un gros problème, où il n'y a plus de cette civilisation, le navire peut avoir, premièrement, de la grande difficulté à trouver sa position parce que le personnel de bord n'est plus aussi habilité à prendre sa position qu'à l'époque où on n'avait pas tous ces Lawrence et toutes ces choses-là. Évidemment, ils savent quand même faire leur position sur la mer. Le problème, le Soleil est-il à la même place par rapport à l'axe planétaire? Parce qu'on sait très bien, scientifiquement, certains scientifiques s'astinent encore, mais disons qu'on a de très fortes présomptions là-dessus, que le désert de Gobi est l'ancien pôle nord de la planète Terre et les terres de feu l'ancien pôle sud. Alors évidemment, si un navire de guerre se retrouve dans cette région, là où le nord n'est plus à sa place, là où les continents ont une autre position parce que les continents dérivent, évidemment, faire la position à partir d'une vision solaire sur notre planète qui n'est pas la même qu'aujourd'hui, et donc une vision stellaire aussi, permet simplement à ce navire de ne plus jamais être capable de retrouver la porte parce qu'il ne sait plus où il se trouve. Autre chose, plusieurs navires vont disparaître et vont se retrouver carrément sur Terre, c'est-à-dire sur l'île de Poséidonis, qui à l'époque était encore à la surface, donc ce n'est pas de l'eau. C'est demander beaucoup à un navire de guerre de pouvoir naviguer sur la terre ferme. À l'époque de l'Atlantide, il faut comprendre aussi que la Terre n'a pas la consistance de la Terre actuelle, ce qui permet quand même aux navires de pouvoir s'amuser, mais ce qui permet tout à fait toute observation au niveau stellaire, au niveau solaire, ce qui interdit toute prise de repère avec un sextant ou quoi que ce soit pour connaître la position, parce qu'il y a tellement de brume à l'échelle de notre planète, c'est un peu avant le déluge, donc les eaux ne sont pas tombées, l'air est tout à fait humide à un point tel qu'on ne voit rien, les arcs-en-ciel n'existent pas, parce que le soleil n'a pas encore été vu des humains de l'époque. C'est sur l'Atlantide que, disons, le grand déluge de la Bible commence. Et là où les eaux de l'air vont s'effondrer sur le plan planétaire suite au refroidissement de notre Terre, donc au refroidissement de l'air. Et lorsque l'eau est complètement tombée, pour la première fois, le soleil apparaît. Et il y a effectivement, pour la première fois, des arcs-en-ciel. Ce qui va faire dire à ceux qui vont écrire la Bible que Dieu promet que jamais plus il n'y aura de déluge. Il ne peut pas y en avoir non plus. Bon. Alors, les bateaux qui se retrouvent à cette époque ne peuvent pas faire le point, ce qui fait qu'évidemment, sont carrément perdus. Lorsque les sous-marins ou lorsque les navires de guerre de la flotte américaine ont fait des expériences, ils fonctionnaient dans un aller-retour en 8. Ils repassaient donc dans la trace radioactive laissée par leur vaisseau, trace extrêmement infime, ce qui permettait de toute manière aux navires de guerre de l'époque, s'ils se retrouvaient dans l'eau, de pouvoir faire le point simplement en retraçant leurs propres traces et repasser la porte pour revenir dans notre continuum spatio-temporel, c'est-à-dire aujourd'hui. Les personnes qui se ramassent dans une autre époque et qui ne sont pas préparées, c'est un problème d'ailleurs de l'inconscientisation de l'humain de notre planète, normalement virent carrément fous. Ils ne sont pas prêts à subir ce choc psychologique d'un monde nouveau et évidemment en perdent carrément les pédales. C'est ce qui d'ailleurs est arrivé à la majorité de ceux qui sont revenus à l'intérieur de ces expériences. Alors le phénomène spatio-temporel du triangle des Bermudes, d'ailleurs c'est un phénomène qu'on le retrouve ailleurs sur la planète, il amène les scientifiques à se poser une question fondamentale. La science sait déjà, l'astrophysique qui est la science la plus avancée au niveau de l'évolution de conscience sur la planète Terre, parce que l'astrophysique est une science qui est obligée de considérer les choses comme l'ésotérisme les considère, c'est-à-dire qu'en observant de plus en plus loin dans notre galaxie, on se rend compte que les lois, disons, régissant notre planète ne sont pas des lois reconnues partout dans notre univers, qu'il y a des soleils qui, à un moment donné, à partir de poussière cosmique, se créent. Ces soleils vivent quelques milliards d'années. Le nôtre a présentement près de 5 milliards d'années. Et ces soleils vivent pendant quelques milliards d'années pour, à un moment donné, grossir, soit éclater, soit se consumer, redevenir de la poussière cosmique, ce qu'ils étaient au début. Et on sait que cette poussière cosmique, un jour, va reformer le soleil. Alors, l'astrophysique, c'est déjà que le soleil se réincarne. L'astrophysique, c'est déjà qu'à partir du soleil qui se détruit, un autre soleil va naître. Cela oblige évidemment les scientifiques à se poser de maudites questions par rapport à ce qui se passe à l'échelle de l'évolution de l'homme. L'astrophysique définit le temps comme étant une quantité d'espace. L'astrophysique définit l'espace comme étant une quantité de temps. Et scientifiquement, on sait qu'une chose qui existe que par rapport à une autre, qui existe par rapport à la première, n'existe pas. Ça, c'est tout à fait tiré, disons, relatif à la théorie de la relativité d'Albert Einstein, qui, dans bien des domaines, n'est pas une théorie, mais un fait. Bon. Donc, l'astrophysique considère qu'effectivement peut exister dans notre univers des courbes spatio-temporelles
appelé l'hyperespace ou appelé de d'autres façons, qui pourrait permettre à un vaisseau spatial, entre autres, de pouvoir traverser des distances incommensurablement longues dans un temps incommensurablement court. La science sait aussi très bien que si une personne serait placée sur Alpha du Centaure, qui est à 4,3 années-lumière de notre planète Terre, si une personne sur cette planète avait un télescope hyper puissant, et cette personne pouvait observer ce qui se passe présentement à Montréal, cette personne pourrait voir les choses qui se sont passées v'là 4 ans et 3 dixièmes. Disons v'là 4 ans. Alors la personne serait en même temps que nous, ici, elle serait sur sa planète, et si elle observe la Terre, elle voit les choses qui se passent v'là 4 ans. Tandis que nous vivons en même temps qu'elle voit, et nous vivons aujourd'hui. Tandis qu'elle ne nous voit pas parce que nous ne sommes pas là, elle voit ce que nous avons fait ou ce qui se faisait v'là 4 ans. Si une personne s'en va sur une planète qui est à 2000 années-lumière d'ici, elle va pouvoir assister à la naissance du Christ en observant par son télescope. Alors, pendant que des personnes visitent la Judée, elle observe des personnes qui marchent à dos d'âne et des Romains et une naissance. Tandis que les humains qui, en même temps que l'observation se fait, sont là-bas, se promènent en limousine ou en auto et visitent les ruines et les vestiges de ce temps. Cela est connu, compris. Pourquoi? Parce que, premièrement, la mémoire a une vitesse de circulation qui est celle de la lumière, 300 000 km à la seconde en arrondissant. Tout cela est compris par l'astrophysique, mais nous n'avons pas encore d'appareils physiques, donc d'instruments, de véhicules, pour nous permettre de voyager dans l'hyperespace. D'ailleurs, pour nous permettre simplement d'atteindre une vitesse qui nous permettrait d'être transférés dans l'hyperespace. Et il y a un autre problème. Une fois dans l'hyperespace, on s'en sort comment? Au niveau du triangle des Bermudes, la science, Albert Einstein s'est amusé énormément là-dessus, la science envisage, et il y a aussi un phénomène intéressant au niveau du triangle des Bermudes, c'est qu'il y a effectivement une relation entre des mondes parallèles qui sont permis par certaines régions telluriques de notre planète. La Terre est un être qui évolue. Un être géologique, un être botanique, un être biologique qui évolue. C'est-à-dire, les continents ont une dérive, les continents grimpent et s'enfoncent, les volcans poussent, les montagnes apparaissent, les montagnes disparaissent. Il y a de l'eau, il n'y a plus d'eau. Il y a la pluie, il y a tout ce qui pousse dessus. Bref, ça se transforme. Ce n'est peut-être pas une vie dans le sens, disons, humain du terme, mais c'est quand même une vie. Il y a des régions sur notre planète qui n'évoluent pas. C'est-à-dire qui ne vieillissent pas. Ces régions qui ne vieillissent pas conservent aujourd'hui, comme dans le passé, les caractères fondamentaux de leur naissance. Ces régions qui n'évoluent pas deviennent donc à la longue des canals qui permettent à certains humains ou à certains véhicules d'un continuum spatio-temporel, donc d'un temps donné, de pouvoir être transférés dans un autre temps donné. Qui contrôle rien. Donc, le triangle des Bermudes est un phénomène tellurique, énergétique, donc un phénomène d'énergie vitale, ce qui, dans la science traditionnelle, peut se traduire par un phénomène magnétique. Mais c'est au-delà du magnétisme, c'est radioactif quelque peu, et évidemment, c'est quelque peu magnétique aussi, suffisamment pour pouvoir bouleverser carrément le phénomène des appareils magnétiques des navires et des avions. Maintenant, il y a un phénomène qui est un peu plus radioactif, et il y a un phénomène qui est vital, et qui peut aussi perturber la conductibilité électronique à l'intérieur des fils, donc perturber carrément le phénomène électrique à l'intérieur des bateaux et des avions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'un navire, lorsque quelque chose pénètre cette région, lorsqu'elle est en absorption d'énergie, donc lorsqu'elle sert de siphon, c'est officiel que la chose sera entraînée par ce canal d'énergie. Ce canal d'énergie existe, disons mécaniquement, par le simple fait que mémoriellement, il n'a pas évolué dans le temps. Cela veut dire qu'il existe aujourd'hui, mais qu'en même temps, il existe dans le passé. Et ce passé existe aujourd'hui aussi, mais dans un monde qui n'est pas connu du nôtre. Lorsqu'un vaisseau terrestre, lorsqu'un humain, lorsqu'un avion, lorsqu'un bateau, lorsqu'un sidou, lorsqu'un skieur nautique, lorsqu'un poisson retraverse cette région, il entre dans un phénomène temporel qui est identique à celui que nous connaissons et qui en même temps est identique à celui qui a été ou qui sera. Ce qui va arriver, c'est que si, dans des régions particulières, parce qu'il faut comprendre aussi que la planète Terre fonctionne avec des marées, nous savons scientifiquement que la Terre, le solide, a même des marées, il s'étire de quelque peu pour revenir un peu. Nous savons que la mer a des marées, nous savons qu'il y a des cycles à l'échelle de notre planète, des périodes où on sait qu'une famine revient tous les 10 ans dans tel pays, des périodes où l'on sait qu'une sécheresse revient à tous les temps, que des inondations majeures reviennent à toutes les X années,
des périodes où l'on sait que des tremblements de terre sont fréquents à toutes les, etc. Bon, on a des périodes biologiques dans ce rythme. Les périodes biologiques font qu'à un moment donné, au niveau énergétique, la planète Terre, elle est dans une phase attractive, c'est-à-dire yin. Elle absorbe. Et à un autre moment donné de l'année, la planète Terre est dans une période expansive où elle rejette. Lorsqu'un vaisseau traverse le triangle des Bermudes et lorsque ce vaisseau se retrouve dans la période attractive du passé aujourd'hui, alors automatiquement il est englouti, donc il disparaît. Albert Einstein a amené différentes théories intéressantes au niveau de ce contexte des mondes parallèles, mais Albert Einstein lui-même était une personne tout à fait, disons, cataloguée comme imbécile à l'époque. On l'a même mis à l'extérieur de l'école parce qu'il comprenait rien aux mathématiques. Et lorsque quelques années après, il est revenu voir ses professeurs pour leur amener la fameuse formule E est égal à mc carré, la formule que la science recherchait depuis quelques années, il leur a carrément dit, bon, ben, quand vous m'avez sacré dehors, c'est ça que je vous présentais, ben là, ça fait 5-6 ans, là, je vous le ramène encore, c'est ça que vous cherchez. Bon. Alors, Albert Einstein a été une personne qui a amené énormément de concepts nouveaux au niveau de la science, et la moitié de ce qu'il a amené est compris aujourd'hui. Tout le reste fait partie, peut-être des misères d'Albert Einstein, ou fait partie des conneries d'Albert Einstein, mais fait surtout partie des conneries de ceux qui étudient Albert Einstein et qui n'arrivent pas à comprendre Albert Einstein. Lui avait amené l'idée des mondes parallèles. Lui avait amené aussi l'idée que l'univers était courbé, donc l'univers était construit sur une forme de sphère. Une sphère qui n'avait pas de limite, étant donné la courbe. J'en ai parlé un peu à la dernière conférence. Alors, le triangle des Bermudes, tel que nous le connaissons présentement, est une région énergétique qui reste branchée sur l'orientation solaire et stellaire, ce qui fait que lorsque la Terre change d'axe, le triangle reste le même, reste géostationnaire au niveau des coordonnées stellaires, relatives aux étoiles. Cela veut dire que si nous voulons retrouver le triangle des Bermudes, nous devons retourner dans le passé un peu, faire le point précis de ce triangle énergétique par rapport à ce qui se passe au niveau du Soleil et des astres, faire le point. Lorsque la planète Terre change, nous ne devons pas penser que le triangle des Bermudes est toujours à la même place par rapport à Bimini, Cuba et les Bermudes. Le phénomène énergétique reste le même et la Terre bouge. Donc, le phénomène monte si la Terre descend. Alors, si aujourd'hui on a fait le point dans ce temps, on refait le même point à partir des étoiles et on va se retrouver dans une autre région géographique de notre Terre et là, il y aura encore des portes. Parce que la porte est là, montée vers le nord. Il y a des raisons ésotériques à cette remontée vers le nord des portes et à la descente du Québec vers le sud, mais ça, c'est autre chose. On en parlera au cours de 87. Disons que pour l'instant, on va laisser Daniel poser une question ou deux. Oui, justement, le lien, est-ce qu'il pourrait y avoir un lien avec ces passages énergétiques, on pourrait dire, de différents lieux avec le centre de la Terre? Bon, le centre de la Terre, c'est quelque chose de compliqué. Parce que le centre de la Terre n'est pas comme on pense que le centre de la Terre est. On a piqué la Terre avec des petites aiguilles d'acupuncture, n'est-ce pas? On est allé chercher des carottes dans le fond du sol, puis on a creusé creux pour des puits de pétrole pour essayer de découvrir des choses. Mais la Terre n'est pas aussi, disons, n'est pas géologiquement ce que l'on pense. La Terre, elle est plutôt aérienne. Il y a pas mal de place dans le centre de la Terre. Il y a effectivement une relation entre ce triangle énergétique et le centre de la Terre. De toute façon, le triangle énergétique est relié à toutes les autres formes de triangle énergétique. Enfin, on parle de triangle, disons, de phénomènes énergétiques qu'il y a à l'échelle de la planète. Il y a une région assez intéressante, par exemple, au Guatemala, à Copan, une espèce de tunnel qui a été creusé et qui mène dans le fond, enfin, qui mène sous terre relativement creux et qui, selon les Mayas, mène à Tikal dans la forêt vierge du Petén. Donc, ce serait un tunnel qui aurait à peu près presque 600 à 800 kilomètres de long, d'ici à la Gaspésie, disons, et sous terre. Et les spéléologues qui ont pénétré ce tunnel ont parlé de ce qu'ils ont vu, c'était gros comme des cathédrales. Alors évidemment, même un avion peut voler à l'intérieur de ces tunnels. Le problème, c'est qu'il n'a pas pu aller assez loin parce qu'après plusieurs semaines, quelques mois de voyage, il s'est écœuré. Il est revenu. Surtout que plus il s'éloignait, plus il avait la difficulté à fonctionner par son radiotéléphone qui fonctionnait à l'intérieur du tunnel comme on a dans le tunnel Louis-Polyte ici. Le triangle des Bermudes est relié à des phénoménologies centrales de notre Terre. Il est relié à des phénoménologies qui sont relatives au passé de notre planète, entre autres. Et il est relié à toutes les autres portes similaires que nous avons à l'échelle de notre planète. Il y a une porte qui est très bien connue au niveau de la navigation française. Elle se trouve dans la Polynésie française.
disons, un petit peu au nord de Tahiti. Et si on regarde les cartes maritimes, c'est une région, on va se rendre compte que tout traverse, enfin, on contourne cette région. Il y a le mont Chikchak qui, évidemment, lui avec, n'est plus aussi énergétique qu'avant parce que la région change. On va se rendre compte à un moment donné. Enfin, il y a des choses qu'on va se rendre compte, on les verra bien en temps et lieu. Mais présentement, le mont Chikchak, entre autres, a été pendant longtemps interdit interdit à la navigation aérienne parce que les avions avaient la mauvaise habitude de s'écraser dessus. Et pendant longtemps, c'était interdit aussi aux visites pour la simple raison que, qu'est-ce que vous voulez, défense oblige, les forces militaires américaines et canadiennes étaient toujours en manœuvre dans cette petite région-là. Bon, c'est un parc national, mais il y a une grosse partie qui a été longtemps interdite parce qu'on en avait besoin pour des manœuvres. Mais en réalité, on en avait besoin pour des études. Bon, évidemment, on dit ce qu'on dit. Quand les forces américaines viennent s'entraîner au Canada, au Québec en plus, c'est plutôt qu'ils viennent étudier. Bon, alors, présentement, il y a de moins en moins de choses à étudier au niveau du mont Chikchak pour la simple raison que le même phénomène monte vers le nord, vu que la Terre descend vers le sud. Mais ce phénomène-là se manifeste pas au niveau même de la matière, c'est-à-dire dans la Terre. S'il y a un trou, il y a un trou. S'il y a pas de... Non. Le phénomène, il est énergétique. Cela veut dire que le phénomène peut se présenter ici de ton globe, et lorsque le globe change, le phénomène reste ici. Oui. Et si ça tourne encore, le phénomène reste encore ici. Il ne suit pas la géographie de surface de notre globe. Et c'est ce qui a confondu tous les chercheurs au niveau du triangle, au niveau de ces phénomènes énergétiques, c'est qu'ils ont toujours fait leurs études là où on avait vu les choses. Alors, on fouillait dans le passé, puis il y avait eu telle chose là, telle chose là, telle chose là, telle chose là, et on finit par dire, il y a un triangle là, puis il y a une région particulière où ce que c'est le même phénomène qui circule et qui se promène selon simplement la dérive de nos continents. Les choses bougent. Les choses bougent à l'échelle de notre planète, et si on a toujours comme point de référence le sol que l'on voit, ben on sait carrément voir parce que le phénomène est énergétique, il n'est pas matériel. Donc, il ne bouge pas avec... Il reste attiré par ce qui, le coordonne, ce qui émet ses coordonnées dans l'espace, donc dans notre système solaire, et non pas par la vision des amers marins que les marins pourraient voir. Est-ce que ces phénomènes énergétiques ou des mondes parallèles auraient une relation avec le cosmique? Bon. On va en parler juste en amenant l'autre phénomène, le phénomène ovnique. Bon, est-ce que les ovnis existent? C'est un phénomène intéressant, parce que le triangle des Bermudes enfin, supposément qu'on dit qu'on a vu énormément d'objets volants non identifiés, s'enfoncer dans l'eau sans éclater, sortir de l'eau à un moment donné, et puis il y a eu à un moment donné une navigation assez intéressante, il y a eu pas mal de circulation, assez que, ça n'a pas été dit nulle part, mais les États-Unis ont pensé faire une tour de contrôle. Bon, pour les ovnis, c'est pour que c'est grosse. Il y a pas mal de circulation. De moins en moins, il y a de circulation dans ces régions, pour la simple raison qu'il y a des choses qui sont préparées, des choses qui sont faites. Le phénomène ovni, on en parle la semaine prochaine, rencontre avec des extraterrestres ou rencontre avec un extraterrestre. Bon. 87 est une année où il y aura des choses relativement nouvelles qui vont commencer à être publiées dans les journaux. Et l'humain, souvent, le Québec énormément, je peux le dire, c'est enregistré en plus, alors on pourra vérifier en 88. Mais il n'y a pas de problème, je sais ce que je dis. En 87, il y aura donc de plus en plus de choses qui pourront être confirmées non pas par la masse, mais par beaucoup d'individus. C'est-à-dire que tu ne liras pas simplement qu'en Italie, une petite fille meurt, revient pour dire que c'est beau, puis remeurt après. Mais de plus en plus, on va en vivre des choses au Québec. Bon. De plus en plus, il y aura des contacts de premier et de deuxième type au niveau ovnique. De plus en plus, il y aura de ces choses. Ce qui va permettre évidemment à plusieurs individus de pouvoir conscientiser de plus en plus que le phénomène est peut-être un peu plus matérialiste, existentiel que, disons, illusoire, abstrait. Qu'est-ce que tu entends par de premier ou de deuxième type? Bon, le premier type, c'est simplement la vision. Tu vois la bébelle passer, puis tu tripes bien dur dessus. Le deuxième type, c'est que dans ton jardin, il n'y a plus de tomates. Dès qu'ils ont atterri là, ils ont tout écrasé, donc il reste des traces. Ça, c'est le deuxième type. Le troisième type, c'est le contact visuel avec un extraterrestre. Le quatrième type, ce sera dans un monde parallèle? Non, quatrième type, ça sera quand l'extraterrestre comprendra que l'humain est supérieur à lui. C'est le quatrième type, ça. Je l'ai dit souvent, quand l'extraterrestre va rencontrer un humain, il faut absolument qu'il rencontre un terrestre extra. Bon, ça c'est très vital. Mais ça, on va en reparler de toute façon. Qu'est-ce que c'est qu'un extraterrestre? On va aborder la semaine prochaine, mais on va quand même pour pouvoir éclaircir le phénomène du triangle relativement aux ovnis.
Il y a deux formes d'extraterrestres. Il y a une forme tout à fait colorée par l'astral de notre planète, c'est-à-dire qu'il y a une forme tout à fait évoluée du phénomène extraterrestre. On l'a déjà vu. Lorsqu'un extraterrestre se présente à la surface de notre planète, il a le choix de rester très très peu de temps ou de devenir un crapaud galeux. Bon. Toutes les vues, toutes les documentations, les photos apparemment que l'on a prises, toutes les fois qu'on a découvert, il y a différents articles de journaux qui datent de quelques années, où on parlait de découverte justement d'une sphère, de ceci, de cela. Lorsqu'on ouvrait, lorsqu'on voyait ce genre de choses, on assistait toujours visuellement à la rencontre d'un homme avec une tête de citrouille, des mains palmées, une personne avec une tête en forme d'oiseau, des gros yeux globuleux, des personnes extraterrestres relativement petites, et si on les conservait, elles étaient toujours laides, et on se demandait toujours comment elles avaient pu construire ces vaisseaux. C'est pas compliqué. L'énergie qui a créé l'humanité, l'énergie qui a créé le plan terrestre, l'énergie qui a terrestrifié l'homme à un moment donné, donc l'énergie qui s'est elle-même terrestrifiée, est une énergie qui, lorsqu'elle est densifiée à un point tel qu'elle devient de la matière, elle est de la matière. Cette énergie a, à un moment donné, suffisamment de substances énergétiques pour recevoir ce qui continue à descendre et le transformer en énergie vitale, donc elle la supporte. Et c'est là que la vie apparaît. Lorsque la vie est capable de supporter encore la même dose d'énergie, ça crée l'âme, ça crée le contexte mémoriel psychologique de l'homme, ça crée l'émotion, ça crée le désir, ça crée l'humain. Lorsque l'âme, donc, lorsque le contexte astral est suffisamment énergisé pour continuer à recevoir cette énergie, ça crée le plan mental. C'est ce qu'on appelle l'être humain ascendant. Donc, il monte. Tandis qu'ésotériquement, on dit que Dieu est un être descendant. Oui, Dieu s'écrase présentement, et s'écrasant, nous sommes tous des écrasements de Dieu, n'est-ce pas? Des parties écrasées et écrabouillées de Dieu. Et lorsque nous sommes suffisamment écrabouillés, on peut plus écrabouiller plus que nous autres, alors ça devient d'autres choses. C'est ce qui est l'évolution ascendante de l'humanité. Donc, l'humanité évolue pendant que Dieu est involue. Dieu s'intéresse à l'homme parce que Dieu a un besoin de l'homme. L'homme est la seule chose dans notre univers, du moins dans notre système solaire, qui a le privilège, la faculté de pouvoir entrer en contact avec ce Dieu et de pouvoir lui faire une place dans l'homme. Lorsque l'homme fait une place à Dieu dans lui, cela permet aux énergies qui continuent à descendre de ne pas avoir à devenir matière. Le phénomène extraterrestre est un phénomène, justement, de même phénoménologie énergétique qui, dans notre galaxie, a été involué, n'a pas échu sur une planète dense comme la nôtre, mais a plutôt échu sur des planètes, disons, gazeuses. Vénus en était une. Et il y en a de moins en moins d'extraterrestres sur Vénus. Il fait trop chaud là-bas. Bon. Mais sur des planètes gazeuses. Ce qui arrive, c'est que les êtres énergétiques qui, disons, ont une descension, une évolution jusqu'à un point gazeux, ne vivent pas le même phénomène médiocre connu dans la Genèse comme étant la chute de l'homme, de l'animalité même de l'énergie. Lorsque Dieu devient tout à fait animal, lentement humain, lentement surhumain, ce qu'on appelle l'homme nouveau, et lentement d'autres choses, il a la faculté de recevoir cette énergie, de la conserver. Autrement dit, lorsque maintenant cette énergie divine ou cette énergie extraterrestre, donc qui n'est pas de la Terre, vous frappe la tête, ben elle a la faculté de vous faire réfléchir, elle a la faculté de vous faire voir des choses, c'est-à-dire que vous avez la faculté de la recevoir et de la conserver. Donc, ça reste intelligent chez vous, ça reste donc humain chez vous, tandis que si ça passe à côté, ça devient matière. Ça nourrit les plantes, ça nourrit les animaux, ça nourrit les cochons, sauf que c'est tout. L'extraterrestre est un rebondissement sur une planète globuleuse qui, à un moment donné, parvient à notre phénomène d'évolution terrestre et ces énergies, bien qu'elles se présentent en seigneur devant l'homme, savent très bien que leur évolution est une évolution descendante. Donc, l'extraterrestre brillant d'aujourd'hui finira un jour crapaud. Quelque part dans l'univers, il le sera, sauf s'il peut, à un moment donné, vivre en contact avec l'être humain. Pour que l'être humain l'accepte, donc il y aura une fusion et que l'être humain le contienne. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque ces extraterrestres pénètrent notre contexte planétaire, qui est l'un des plus denses au niveau évolutif dans notre galaxie, qu'est-ce qui arrive? Il arrive qu'il peut rester une journée ou deux ou trois, parce que s'il reste plus que ça, il se déforme. Il devient globuleux, il devient avec une face d'oiseau, il devient tout croche, comme toutes les photos d'extraterrestres qu'on a trouvées, comme tout ce que les personnes ont à un moment donné défini des choses qu'ils ont vues, ils finissent par être tellement évolués que tu te demandes comment ils ont pu bâtir ces choses-là. Premièrement, ils les ont bâtis dans un contexte qui est plus énergétique que notre contexte matériel, donc ils n'ont pas à passer par toute la science technologique et industrielle qu'on a pour bâtir un vaisseau spatial. Nous autres, on est obligés, mais on est plus brillants et supérieurs à eux parce que le contexte comme ça, nous, on l'a fait, tandis que eux sont là. Bon, c'est exactement comme si tu parlais à un esprit qui est dans un monde des morts, puis lui, il dit « Je vais me réincarner dans 2000 ans ». Mais pense pas qu'il est supérieur à toi, t'es déjà réincarné, t'es en avance sur lui.
C'est le même phénomène. Alors, il arrive d'en haut, t'arrives d'en bas. Il est mauditement meilleur que toi. Sauf que c'est ça qui se passe, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il va rire en maudit, lui. Jaune. Bon. Les extraterrestres le savent, et c'est pourquoi ils espionnent le monde de notre planète. Et il y a deux phénomènes extraterrestres. Il y en a un qui est constitué par l'intelligence supramentale qui frappe notre planète de plus en plus depuis 1969 et qui a la tendance à contacter certains humains pour être exprimé par les humains. Alors, on a écrit la cosmogonie du Rancière à un moment donné. Le gars est un psychiatre qui a écrit. On a écrit, différents livres comme Alice Bailey a fait. On a écrit des livres comme Madame Blavatsky a fait, même si elle était une espèce de charlatane. On a écrit différentes choses dans le genre. Et il se passe de plus en plus de choses de domaines intelligents, faites par des hommes normaux. Pendant ce temps-là, il y a cette correspondance, disons, l'énergie extraterrestre qui vient d'une planète globuleuse, qui à un moment donné se ramasse dans notre contexte terrestre et qui essaie de faire des choses. Le phénomène triangle des Bermudes permet à ces extraterrestres de pouvoir rester dans notre continuum spatio-temporel terrestre, mais de pouvoir de temps en temps s'en aller dans le passé, là où l'atmosphère est beaucoup plus globuleuse, similaire à leur planète de départ, ce qui permet à ces extraterrestres de pouvoir rester sur notre Terre, mais dans le passé, là où la planète n'est pas aussi dense, leur permettant automatiquement de rester intégral à ce qu'ils sont, et ils n'ont qu'à ressortir de temps en temps pour venir voir ce qui se passe, pour voir si l'humain est prêt à les sauver, et ils repénètrent à l'intérieur de cette chose-là pour retourner dans le monde passé, là où ils n'ont pas à être disons, démolis. S'ils doivent continuellement repartir à l'extérieur de notre système solaire, c'est extrêmement long, c'est extrêmement coûteux et il y a un danger à un phénomène ovnique de pénétrer l'atmosphère de notre planète et d'en ressortir régulièrement pour la simple raison qu'il s'altère continuellement. Le vaisseau spatial est un vaisseau énergétique qui prend une densité dans notre continuum terrestre, mais qui n'en a pas à la sortie. Et sortir de notre planète Terre avec un vaisseau matériel pour se ramasser dans une région immatérielle, ça crée de maudits problèmes. C'est pas garanti que ça va marcher. Alors, ils préfèrent donc conserver leur visa planétaire dans des régions du passé où ils ne sont pas altérés. On va revenir lors de la deuxième partie. Merci beaucoup, Daniel. Merci.